Pour ma part, je fais du Cube depuis environ 2 ans, en prod aussi notamment. J'adore, c'est un super produit, il a plein de qualités, c'est plus à démontrer. Il n'empêche que il y a quand même un certain nombre de choses à faire auxquelles il faut faire attention pour ne pas se planter derrière. Donc l'objectif de cette présentation, c'est vous partager en fait 5 anti-patterns types que j'ai vus, qui sont assez récurrents, pour vous éviter de vous prendre les pieds dans le plat et vous éviter, j'espère, quelques erreurs, mais pas du tout pour vous dissuader. Parmi les anti-patterns récurrents qu'on voit, le premier, c'est d'oublier que vos applications, elles font partie d'un SI qui est un peu plus global, qui est généraliste, et que ce SI, il interagit, en fait, il est lié à un ensemble. Dedans, on aura des choses qui ne sont pas toujours homogènes, on n'aura pas tout le temps la même chose, on n'aura pas tout le temps la même technologie. Par exemple, on va rencontrer des fois du mainframe. Alors, je vous rassure, on n'aura pas forcément la partie hardware, on va plutôt gérer le software de notre côté, au moins la couche haute du software. On aura des choses aussi un peu historiques, on aura du J2EE avec du WebSphere, avec du Weblo, des choses pas très sympathiques qui ont bien évolué, mais qui existent encore aujourd'hui dans cette forme-là. On aura des choses qui, pour moi, c'est un peu des univers parallèles. On va retrouver de l'ASP.NET, du .NET, du SharePoint, de l'AD. On aura plein de choses, en fait, dans notre SI. On aura quelques applications clés qui seront increvables. En fait, c'est souvent des grosses applications stateful, c'est-à-dire avec état, monolithiques, hébergées dans un cluster WebSphere, Weblo, ou même du mainframe. Elles sont là depuis des années, ces applications. Elles marchent, elles font le boulot. On ne va pas les remettre en cause. Peut-être même elles nous survivront, ces applications. Elles seront encore là après nous. Et ces applications, il faudra compter dessus, en fait. Il va falloir cohabiter, collaborer avec ces applications. En résumé, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Il faut avoir en tête qu'en fait, notre SI, c'est un peu un empilement d'applications, différentes strates technologiques. On a tout en haut, le petit truc là-haut, ce qu'on va dire cloud native. Et puis tout le reste, c'est différentes choses avec lesquelles il va falloir gérer. Pourquoi c'est important pour nos projets Cube ? 3 grandes raisons, en fait. La première raison, c'est qu'il faudra imaginer qu'on a derrière, dans notre héritage, une infrastructure, des processus, des connaissances qui, en fait, vont être très éloignées de notre cible. Et il sera nécessaire, du coup, de former et d'accompagner les personnes qui travaillent là-dessus. Il faudra accompagner le changement. La deuxième chose, c'est que les applications qu'on va héberger dans notre cluster, elles vont devoir interagir avec cet existant. Donc il va falloir qu'on ouvre des flux réseau, qu'on utilise certains dialectes pour échanger, pour dialoguer, pour communiquer. Et puis, dans certains cas, ça c'est le cas un peu moins fun, on va devoir héberger des vieilles applications qui n'ont pas du tout été conçues pour Cube. Et là, ça peut devenir très compliqué. Alors on va vous dire, vous allez faire, c'est bien, tu vas faire du lift and shift. Souvent, c'est plutôt du lift and shift en fait, mais ça, faut pas trop le dire. En tout cas, les premières choses à faire pour commencer, c'est d'abord passer l'application sur Docker. Toujours très facile quand on a des runtimes qui sont obsolètes, voire pas supportés. Toujours là, on sort les rames et on pagaille un peu. Et puis, ces applications-là, il va falloir malheureusement qu'on ouvre un peu plus parce que souvent, on se retrouve avec des mauvaises pratiques comme des connexions à des bases de données qui sont hardcodées dans le code. Je l'ai vu, c'est sympa, très, très agréable de devoir reprendre tout ça. Donc tout ça, il va falloir le modifier pour l'externaliser, le faire gérer par Cube. Alors là, on pourra déployer ces applications, on sera content, mais bon, on n'aura pas encore des applications qui seront correctement exploitables par Cube en fait. Il reste encore à faire du chemin pour faire ce que j'appelle des applications qui sont Cube-friendly. Et ça, c'est mon second anti-pattern. Vouloir faire du Cube avec des applications qui ne sont pas prêtes pour, qui ne sont pas Cube-friendly. Si je dois résumer en une phrase ce que c'est Cube-friendly pour moi, c'est simplement des applications qui font ce qu'il faut pour être bien gérées par Cube. Et Cube, il est sans pitié avec vos applications. La première étape, c'est qu'il faut qu'on ait des applications qui soient dockerisées suivant un certain nombre de bonnes pratiques. Autoporteur, sécurisé, pas n'importe quoi s'il vous plaît, de taille minimaliste, avec une bonne compréhension des layers Docker. On voit des choses très marrantes des fois sur les notions de layers Docker où c'est un peu n'importe quoi, avec un processus unique. Non, on ne fait pas démarrer plusieurs choses dans notre image Docker, qui démarre vite, avec une conf externalisée s'il vous plaît, puis d'autres choses encore. C'est aussi une application Cube-friendly, une application qui est distribuable et donc qui va être capable d'être déplacée, d'être mise à l'échelle en fait, dans différents nœuds du cluster. Ça implique notamment qu'elle soit immutable, qu'on puisse l'arrêter, la redémarrer, la faire du scale down et scale up, qu'elle soit capable aussi de s'appuyer sur tous les composants de réseau de Cube. C'est aussi une autre histoire ça. Et puis qu'elle soit stateless, c'est-à-dire sans état. Alors ceux qui font du Cube pourraient m'objecter que oui, Cube est capable de gérer des applications avec état, des applications stateful. Est-ce que c'est pour autant une bonne idée ?
Pour moi, non. Ce matin, je ne sais pas si vous avez assisté au talk d'Antonio, il a eu cette question là-dessus. Je reviens dessus, moi aussi, pour moi, c'est un point important. Mais pour répondre, je m'appuierai directement sur Kenzei Hightower. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une référence dans le domaine. Et même lui, en fait, il préfère mettre ses applications stateful, donc avec une base de données ou quoi, quelque chose dans ce genre-là, dans une machine physique dédiée ou s'appuyer sur des services qui gèrent ça pour de nombreuses raisons. Pas qu'on ne sache pas les déployer, mais c'est que derrière, il va falloir les manager. Et ça, la façon dont Cube manage les applications peut être compliquée avec des applications avec état. Une des autres grosses raisons aussi, c'est que si on veut faire des applications stateful au sein de Cube, il va falloir qu'on ait un système réseau qui soit un système de fichiers qui soit un peu spécial, qui soit réseau, qui soit résilient, qui soit distribué à travers accessible de partout. Et ce n'est pas forcément la chose la plus simple. Donc cela va vous demander pas mal d'expertise, de connaissances que vous n'aurez pas forcément. Vous allez aussi confier à Cube la responsabilité de gérer vos applications, de les déployer, c'est bien, mais aussi derrière de s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Et Cube, il a une stratégie, il faut se rappeler, il est sans pitié. S'il y a quelque chose qui va mal dans votre application, il la dézingue et il la redémarre au même endroit ou ailleurs. Pour faire ça correctement, en fait, il va s'appuyer sur 3 indicateurs. En fait, il va s'appuyer sur 3 indicateurs pour connaître l'état de votre application. Il va s'appuyer sur l'état du conteneur. C'est géré de base. Il va s'appuyer sur les ressources consommées. CPU, mémoire, c'est aussi géré de base. Si vous avez une fuite mémoire, si vous débordez les limites standards, il va tuer votre application et la redémarrer. D'ailleurs, une bonne habitude, on n'est pas obligé de donner ces limites, mais faites-le. Votre cluster sera beaucoup plus sympa avec vos applis et vos admins vous remercieront. Et puis enfin, il y a une troisième typologie de sonde. Ça, c'est à vous de la faire. En fait, c'est 2 sondes, plus précisément, qu'il faut faire, qui indiquent si votre application, elle est up and running. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en vie et est-ce qu'elle est prête à travailler. Votre application peut ne pas être en vie et son processus peut fonctionner. Donc cette sonde va indiquer ça. Et si jamais elle dit elle renvoie une erreur 500 ou un autre code qui n'est pas attendu, à ce moment-là, il va dire elle n'est plus en vie, je la tue, je la redémarre. Le fait de dire aussi qu'elle est prête à fonctionner, c'est très utile. Ça évite d'envoyer des flux à votre application alors qu'en fait, elle va vous renvoyer des codes erreurs et donc de renvoyer des codes erreurs à vos utilisateurs, voire à d'autres applications qui vont du coup propager d'autres erreurs. Donc ça, c'est à vous de les faire et c'est très important. Un dernier point à avoir en tête, vos applications peuvent compromettre l'ensemble de votre cluster et du coup toutes les applications qui l'hébergent, voire même plus, selon comment vous avez configuré votre cluster. Et ne croyez pas que vos images elles sont sans faille, que tout est parfait, que Docker est sans faille, que les namespaces apportent une isolation parfaite. La sécurité, ça n'a jamais été simple et c'est encore plus vrai avec Cube. Aussi, si vous faites des applications qui sont extrêmement sensibles, je vous donnerai 3 conseils assez simples. Le premier conseil, évitez de faire du Cube, parce que vous allez augmenter votre surface d'attaque. Vous ajoutez une surface d'attaque avec Cube et avec Docker. Donc si c'est ultra sensible, c'est peut-être pas la bonne idée. Bon, si vous faites quand même du Cube, ou même si vous ne faites pas de Cube, ne m'utilisez pas ces applications, la solution avec d'autres applications, parce que vous augmentez forcément votre surface d'attaque aussi. Et puis un dernier conseil, vous allez trouver plein de ressources qui vont vous expliquer comment sécuriser vos images Docker, comment gérer vos secrets, comment sécuriser votre cluster, votre infrastructure, votre réseau. Il y aura plein de choses. Très bien, faites-le, mais aussi faites appel à des experts en sécurité. C'est très pointu et très complexe. C'est un autre métier, c'est un autre monde. C'est assez impressionnant. Il y a des façons de fonctionner, de travailler qui sont différentes. Donc appelez des experts en sécurité, mais ne vous reposez pas que sur eux. Vos équipes doivent aussi monter en compétence dans le domaine et doivent savoir ce qu'elles font. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet et qui connaissent un peu Cube, qui ont des concepts de Cube, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à 14h, il y a un atelier qui justement vous permettra d'apprendre à sécuriser un cluster. Donc allez-y si ça vous intéresse, c'est l'occasion de le faire directement. C'est en bas dans l'espace ECAM. Mon troisième anti-pattern concerne l'exploitabilité de votre cluster. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait que vos applications soient monitorables. Il en est de même pour votre cluster et votre infrastructure. Si vous voyez Cube, en fait, c'est beaucoup de composants qui interagissent. Certains sont monitorés par Cube, mais pas tous. Et parmi les éléments non gérés, forcément, il y a l'infrastructure, qu'elle soit physique ou virtuelle, qui héberge votre cluster. Mais il y a aussi des composants clés à Cube, notamment Kubelet, Docker ou un autre Container Runtime Environment, infrastructure, pardon.
Et puis potentiellement, vous pouvez avoir d'autres choses aussi. Vous pouvez avoir une base de TCD en fonction de comment vous l'avez installée, qui est à l'extérieur. Vous pouvez avoir encore de la partie storage, la partie network, qui peuvent avoir des composants qui ne sont pas monitorés par Cube. Et si ces composants ou si ces ressources essentielles à Cube sont indisponibles et que votre seule supervision, justement du coup, elle est morte, vous serez aveugle en fait. Vous n'allez pas alerter en cas de problème. Si jamais mon Docker ou votre couplet tombe, vous ne saurez plus ce qui se passe. Éventuellement, si c'est encore en état, vous aurez juste l'info comme quoi le node est OK, bon, un IKO, mais c'est tout, vous n'aurez pas de détails. Si votre réseau tombe en carafe, là c'est pareil. Vous n'aurez pas d'informations gérées par Cube. Si votre cluster est tombé, ça peut arriver, hein, pourquoi pas, c'est pareil. Là, vous serez complètement aveugle. Donc, pensez à avoir un niveau de monitoring intérieur, OK, pour vos applications, mais du monitoring externe aussi. Et pensez aussi à gérer vos logs à l'extérieur de votre cluster. Si jamais votre cluster est en carafe, vous ne pourrez plus faire de troubleshooting. C'est un peu gênant. Pourquoi je vous dis tout ça? Forcément, parce que les pannes, ça arrive des fois. Et quand les pannes vont arriver, car elles vont arriver, c'est tout à fait normal. Hein, c'est pas que Cube ait des problèmes. Il va falloir travailler avec ça. Il va falloir les détecter. Il va falloir y remédier. Il va falloir apprendre de celles-ci. Il va falloir mettre en place des mécanismes de prévention. Ça veut dire qu'il faut intégrer ces processus-là nativement. Pourquoi ces pannes arriveront? Comme je le dis, Cube, il n'est pas instable, il est juste très riche, très varié, il est vaste en fait. Il y a plein de composants techniques, je ne sais pas si vous vous rappelez une des slides précédentes. Il y a de nombreuses machines. Si vous n'allez pas avoir un cluster de 2 ou 3 machines, ça ne sert à rien. C'est un système qui est distribué. Le réseau au sein de Cube est très complexe. En plus, vous allez héberger normalement pas mal d'applications qui seront diverses et variées, qui potentiellement peuvent mettre à mal aussi votre cluster, qui vont avoir des effets de bord. Donc il faut gérer ça et il faut intégrer les pannes et la résolution des processus de panne comme étant quelque chose de normal, que votre cube soit managé ou non. Les mises à jour, autre sujet un peu délicat, il faut bien en parler, il faut bien aborder. Alors d'abord, pourquoi mettre à jour votre cluster? Parce que d'abord, il va falloir corriger les failles de sécurité. Il y en a, c'est normal. Il va falloir potentiellement ajouter des nouvelles fonctionnalités qui seront utiles au projet ou aux exploitants. Et puis, il va falloir mettre à jour pour gérer, justement, pour lisser votre effort de mise à jour, en détectant plutôt les incompatibilités que vous aurez sur des mises à jour, parce que potentiellement, il y en aura. Donc mon conseil, là aussi, c'est mettez souvent à jour votre cluster, dans les versions stables, bien évidemment, pour gérer des petits problèmes au lieu d'avoir des gros problèmes à gérer. Et comment se passent les mises à jour, d'après vous? Généralement, c'est sans accroc. Ceux qui sont un peu anciens connaissent la référence, les plus jeunes n'auront pas, c'est pas grave. Je n'ai pas pu m'empêcher de la mettre. Dans les difficultés qu'on pourra avoir dans les mises à jour, on n'aura forcément pas fait attention, mais on aura des fonctionnalités qui seront en alpha, qui vont passer en bêta, et là, il y aura des choses qui seront cassées, donc il faudra le gérer. On aura aussi des applications stateful, c'est normal, on va en avoir quand même si je vous dis évitez-les, qui pour des raisons de performance ou d'infrastructure vont utiliser directement les disques des machines, ils vont faire du hostpass ou des choses comme ça, et là en cas de mise à jour aussi ça va être sympathique à gérer. Ça arrive, hein, c'est courant malheureusement. Et puis il y aura aussi la question des mises à jour, de la stratégie que vous allez adopter pour les mises à jour. Est-ce que je fais du rollout? Est-ce que je prends un nœud, je le mets à jour? Donc, je mets un dispo, je le mets à jour, et puis je le remets dans le cluster, et puis je le fais un à un. Ou alors est-ce qu'au contraire, je provisionne directement des nouveaux nœuds dans la nouvelle version, et puis je mets un dispo les autres nœuds, et je laisse les applications migrer. Ces deux stratégies, la première, elle est plus lente, elle consomme moins de ressources, elle peut avoir plus d'interruptions d'application et elle a une moins bonne répartition des pods. La seconde, elle est plus rapide, elle consomme plus de ressources, mais par contre, si jamais vous avez besoin de migrer des données, vous avez du hostpass, là, ça va poser de gros problèmes. Donc, à vous de voir, et puis en fonction du nombre de ressources que vous avez disponibles. En général, c'est dans ce cas qu'on regrette de ne pas avoir un cube managé, où c'est beaucoup plus simple. Si je dois résumer tout ça, parce qu'il faut bien qu'on arrive quand même à la fin, j'ai que 15 minutes, voilà les 5 points d'attention. Premier point d'attention, pensez que tout n'est pas cube, que vous n'avez pas du cube de partout, vous avez un XI avec son existant. Suivez le modèle 12 Factor App, c'est un modèle d'application développé, il y a 12 points essentiels. Si vous suivez ces 12 points, vos applications, vous pourrez les déployer n'importe où, cube ou pas cube, ça sera super facile. Pensez au monitoring, c'est clé. Les pannes, elles vont arriver, c'est normal, c'est pas une catastrophe, prévoyez-les. Mettez-vous à jour régulièrement. Et du coup, le corollaire à ça, c'est que ça va vous coûter des ressources. Alors pour finir quand même sur une note
plus encourageantes, parce que Cube, quand même, c'est très bien, je vous l'ai dit. Comment y aller? Déjà, si vous comprenez bien Cube, si vous le maîtrisez, c'est top. Out of the box, vous aurez de la vélocité, de la mise à l'échelle automatique, de la restauration automatique de vos applications, une abstraction complète de votre infrastructure. Vous allez vraiment vous simplifier la vie si vous le comprenez et vous le maîtrisez. Pour vous simplifier vraiment la vie, utilisez des versions managées. La version de Google est pas mal. La version d'OVH, si vous devez avoir des données qui restent en France, allez-y, c'est très bien. Et puis en plus, il y a des gens d'OVH, vous pouvez aller voir Horatio pour lui en parler tout de suite, donc faites-le. Ou Rancher aussi. Si vous l'installez chez vous, c'est aussi une très bonne solution. Formez vos équipes. Pensez à investir dans vos équipes. C'est pas parce qu'on vous a vanté Cube, on vous a dit que ça va tout déployer, que ça va être magique, que ça va se passer sans accroc. Non, formez vos équipes. Anticipez ça, ça marchera beaucoup mieux. Commencez simple. Votre premier projet Cube, faites quelque chose de simple, une application setless, s'il vous plaît. Ça sera beaucoup plus facile. Et puis, adoptez les bonnes pratiques, les bons gros cycles en V avec des outils qui ne sont pas adaptés, c'est juste pas une bonne idée. Donc, pensez DevOps, faire de l'intégration continue, utiliser les bons outils et les bons processus qui vont avec. Je vous partagerai les slides après avec quelques liens pour démarrer. Un petit lien sur le landscape, sur des bonnes pratiques de sécurité, sur des outils autour de la sécurité, sur le monitoring, les logs. Alors, il y a plein d'outils de monitoring et de log parce que ça dépend de votre contexte, ça dépend de vous l'utiliser. Et puis si jamais vous devez faire des applications stateful, vous allez devoir gérer la partie storage. Commencez avec Rock, ça sera beaucoup plus simple, ça vous fera une belle extraction de tout ça. Merci à vous, je pense que je suis arrivé au temps, donc si vous avez des questions, à la limite on peut en discuter en dehors, mais il y aura quelqu'un d'autre qui doit parler, là je pense derrière, donc je vais lui laisser la place. Et je tweeterai un lien vers les slides, comme ça vous aurez les URL de fin.